Le Saint-Sébastien de Mantegna, un peintre italien du XVe siècle, n'est pas seulement l'un des joyaux du musée du Louvre, c'est un exemple très pur qui va nous permettre de mieux comprendre la nature du style Renaissance, en rupture avec le style médiéval et qui précède le style baroque. Son contenu est à la fois très réaliste, très facile à identifier, mais en même temps très énigmatique. On voit donc qu'il représente un homme, Saint-Sébastien, criblé de flèches, ligoté aux bras et aux jambes. C'est la figure d'un martyr. On y distingue des détails immédiatement frappants par leur réalisme. D'abord la forme des traits, c'est-à-dire des flèches sous la peau. Ensuite le sang qui coule et qui forme des perles, ou tache le tissu, ou encore les pieds. On note les cordes qui déforment les bras, ou les jambes qui sont ligotées, ou le visage marqué et très antipathique des archers qui s'en vont après avoir criblé Saint-Sébastien de flèches. Mais ces détails frappants par leur réalisme contrastent avec plusieurs éléments étranges. Tout d'abord, l'attitude du martyr, qui survit aux flèches, a une attitude noble et impassible, semblable à celle d'une statue. On voit très bien qu'il vit toujours, son corps reste debout, sans signe de convulsion ou de douleur, et le visage exprime des sentiments assez complexes, certes de la douleur, et puis une pointe d'espérance, dénotée par le regard porté vers le haut, mais une espérance qui n'est pas une espérance fanatique. Autre élément énigmatique, le paysage dans lequel se déroule la scène. C'est un paysage antique, largement en ruine. La nature reprend ses droits. Un figuier pousse au pied de la colonne. Le lierre grimpe sur les ruines. Et un pied sculpté, seul vestige d'une sculpture de la taille du saint, est mis en parallèle avec celui du saint. Enfin, une ville imaginaire qui est à l'arrière-plan. On distingue un forum, c'est-à-dire le lieu où avait lieu le marché dans les villes antiques. On distingue des colonnes qui ont été renversées, des centaures sur les bas-reliefs, et puis une ville de style plus récent, construite sur les hauteurs façon Moyen-Âge, voire Renaissance, sur un paysage de relief vertigineux. Donc, premier constat, on arrive très bien à identifier le thème du tableau, mais on y note toute une série de détails dont on peut se demander ce qu'ils font là. Et ce qu'il faut observer alors en troisième lieu, c'est que si nous nous posons cette question du sens des détails, au-delà de la beauté spécifique que peuvent avoir les anatomies, les tissus ou les outils, c'est qu'il y a une mise en scène sous-jacente, effectuée par Mantegna, qui est extrêmement sophistiquée. Tout d'abord, la toile fonctionne comme une scène de théâtre. Comme sur une scène, les personnages sont grandeur nature, et le paysage est représenté en perspective, comme une scène réelle, en respectant les lois de l'optique. Comme pour suggérer ensuite une fenêtre transperçant un mur de pierre, Mantegna a peint un mince cadre rouge, imitant le porphyre. Le choix de cette roche rouge ne doit rien au hasard. Elle symbolise le sang du Christ, mais aussi les empereurs romains depuis l'époque de Dioclétien, qui a vécu au IIIe siècle, et qui est aussi celui qui a demandé la mise à mort de Sébastien. Cette pierre a d'ailleurs été utilisée dans d'autres œuvres religieuses, dont une qui est très fameuse au Louvre, l'aigle de Sugère. Ensuite, nous pouvons observer comment le tableau suggère l'existence d'une histoire en guidant l'œil du spectateur. Logiquement, l'œil est d'abord attiré sur le corps du saint, puisqu'il est placé au centre, mis en valeur par la colonne et plus lumineux que les autres détails. L'œil revient ensuite du torse vers le bas pour considérer les flèches et fort logiquement les bourreaux qui sont responsables du martyre. Notre regard est comme mis sur des rails par les cannelures, la ligne des muscles, mais aussi par l'orientation des flèches ou les coulées du sang. Ensuite, tout un réseau de lignes nous engage à changer de direction.
Les cordes attachées sur le côté pointent vers la ville, la forme de l'arc s'insère presque exactement dans le chemin. Nous nous engageons donc sur le chemin et à remonter jusqu'au forum. Ce dernier a été surélevé par Mantegna. Il monte vers le fond, comme le prouve sa hauteur, différente par rapport au monument de gauche, pour accentuer l'effet de convergence vers le fond. Le regard est ainsi entraîné vers le haut, jusqu'au ciel, par un mouvement serpentin, plus vivant et moins solennel que les lignes droites de la zone précédente. Arrivé au ciel, la contemplation devient plus volontaire. Elle peut redescendre, dans la lignée du bras et des colonnes. Si notre curiosité est attisée, nous irons explorer, à notre hauteur, la partie située à gauche, plus sombre, et qui contient une zone accidentée de pierre, une espèce de zoo de symboles. On peut donc conclure que notre œil est largement incliné à suivre un cheminement, manifestement prévu par le peintre, via le jeu des formes. On peut expliquer ce tableau selon 3 directions. Celle de son contenu, c'est-à-dire les idées qu'il représente, celle de son style, et celle de sa réussite par rapport aux critères philosophiques concernant l'art et le beau. Le parcours de notre regard correspond en fait à 3 niveaux de sens. D'abord le sens littéral. Mantegna se fonde sur l'autorité d'un livre publié vers 1260, La légende dorée de Jacques de Voragine, qui mentionne que Dioclétien fit attacher Sébastien sur un terrain découvert et percé par des archers qui le criblèrent au point qu'on eût dit un hérisson. Mantegna situe habilement la scène, alors que les archers quittent le terrain, ce qui lui permet de représenter à la fois sa dignité quasiment au moment du martyre, et puis sa survie. La scène datant du IIIe siècle près de Rome, la présence de vestiges d'architecture antique est cohérente. Le chapiteau composite de la colonne, par exemple, présente un air de ressemblance avec ceux qu'on pouvait trouver du temps de Dioclétien, comme ce chapiteau corinthien qui provenait de son palais à Split. Par ailleurs, ruines et brisures correspondent au texte de la légende, selon laquelle Sébastien aurait brisé des idoles, signe d'abandon des dieux païens et de conversion. Deuxièmement, après le sens littéral, le sens symbolique. En ajoutant une ville et des éléments de sa propre époque, le saint apparaît conformément à la tradition du Moyen-Âge comme un bouclier protecteur contre la peste. Dans cette perspective, les flèches ne représentent plus celles d'archers païens, mais celles du fléau de la maladie, auquel saint Sébastien fait bouclier par sa foi, tout en restant en bonne santé. Les archers ne sont plus nécessairement des bourreaux, mais les représentants d'une honorable corporation au service des Italiens du XVe siècle, comme en témoignent leurs vêtements, couleurs vives, à la mode Renaissance. Troisièmement, après le sens symbolique, le sens religieux. Mantegna reprend une idée qu'il avait exploitée 20 ans auparavant, alors qu'il était âgé de 29 ans. Dans ce tableau, où l'on retrouve les vestiges antiques et une statue détruite. Cette idée, c'est celle de faire de Saint Sébastien une statue vivante, qui remplace la statue morte et détruite de la Rome antique. Pour être convaincant, le corps présente un léger déhanché, typique des canons esthétiques grecs et romains. La peau est très pâle, comme du marbre, et le buste est volontairement épargné par les flèches, pour ressembler à un buste antique. L'objet de cette représentation est de montrer qu'en subissant le martyre, Saint Sébastien a manifesté une force spirituelle supérieure à celle des païens romains. L'arbre mort, à l'extrême droite du tableau, semble faire un écho à l'arbre devant lequel les autres artistes ont souvent représenté leur Saint Sébastien plutôt qu'une colonne. Le tableau manifeste ainsi, paradoxalement, à la fois une admiration pour la civilisation antique, dont les ruines sont présentées avec beauté et grandeur, mais aussi une affirmation du dépassement de cette civilisation par l'esprit chrétien, dont le figuier symbolise l'Église, alors que la sandale représente la chute des empereurs. Témoin de cette gradation, les 3 villes, qui sont d'autant plus proches du ciel qu'elles sont contemporaines. Tout se passe comme si la ville de la Renaissance devait faire la synthèse entre la ville antique, certes ouverte aux sciences mais païenne, et la ville médiévale, certes chrétienne mais moins éclairée par la raison. Examinons maintenant la relation au style et aux intentions de l'artiste dans le contexte de la Renaissance. L'histoire de Mantegna ressemble à un conte moral. Né pauvre d'une famille paysanne, il parvient jusqu'au titre de chevalier grâce à son talent et à l'intelligence de mécène. L'époque est exceptionnelle.
Né l'année où la France met Jeanne d'Arc en procès, il voit l'invention de l'imprimerie, la chute de Constantinople, la découverte de l'Amérique, et meurt alors qu'on découvre l'une des plus grandes œuvres d'art antique de tous les temps, le Laocoon. Mantegna contracte très tôt le virus de l'Antiquité, entre environ 14 et 17 ans, dans une école d'apprentissage très stimulante, surnommée la Maison Relief parce qu'elle contenait l'une des plus grandes collections d'antiquités, pièces de monnaie, médailles et sculptures, destinées à être copiées pour former les élèves. L'un des premiers chefs-d'œuvre de Mantegna, la fresque des Eremitari, détruite en 1944, témoigne de cette passion. Mais cette sensibilité pour l'antique n'est pas une nostalgie. Elle correspond au projet ambitieux de tous les artistes renaissants de surpasser leurs inspirateurs romains et antiques en unissant l'art aux sciences et en travaillant selon une méthode. La perspective accroît par exemple les possibilités de représentation. Par exemple, la fresque des Eremitari est peinte en contre-plongée, c'est-à-dire en vue de dessous, ce qui renforce la solennité de la scène. L'étude rigoureuse des architectures, d'après les vestiges archéologiques, permet également aux artistes de recréer des bâtiments imaginaires à l'antique, comme on peut le voir dans ces nombreux exemples de tableaux de Mantegna. Les carnets de Léonard de Vinci, qui est son cadet de 20 ans, témoignent de cette tendance générale à se servir des sciences pour mieux représenter la nature. L'anatomie permet de représenter exactement les veines et les muscles. L'étude des marques supposées des visages, c'est-à-dire des rides, permet d'exprimer les passions. Et l'optique et les mathématiques permettent de représenter les corps dans un espace parfaitement rigoureux. C'est là une rupture complète avec le Moyen-Âge. Une rapide comparaison avec le Saint-Sébastien d'un maître provençal, le retable de Touzon, peint 70 ans auparavant, permet de constater immédiatement la différence. Dans le retable de Touzon, l'artiste n'a pas le souci de représenter les choses dans un espace géométrique, ni même de représenter avec fidélité le corps de Saint-Sébastien, mais simplement d'exprimer de manière lisible une histoire. En conclusion, le Saint-Sébastien de Mantegna apparaît comme étant triplement emblématique. Il témoigne tout d'abord d'une extraordinaire réussite artistique, car il parvient à associer une grande variété d'effets, tout en conservant un très fort sentiment d'unité et de naturel. Ensuite, il révèle l'art de la mise en scène de Mantegna, en entraînant l'attention du spectateur dans un cheminement dynamique, en accord avec les idées qu'il souhaite représenter. Enfin, il manifeste une nouvelle conception de la peinture et de l'âme d'une époque, à la fois admiratrice de l'Antiquité et désireuse de la dépasser.